Le teen movie est un genre ayant véritablement trouvé ses lettres de noblesse et ses codes au cours des années 80, avec notamment Breakfast Club. Mais depuis la vague rock'n'roll des années 50, des films mettant en scène des ados rebelles ont expérimenté diverses approches, avec différents résultats, preuve que le genre, bien que vraiment défini depuis assez peu en définitive, n'a pas attendu la libération des années 80 pour émerger. Par exemple, avant de faire Star Wars, George Lucas fit American Graffiti, un teen movie plutôt bien pensé, bien qu'assez éloigné des codes qui plus tard viendront s'imposer. Puis viennent les années 80, décennie au cours de laquelle l'adolescent devient un personnage intéressant à filmer. Dès lors, nombreux sont les films se penchant sur ce nouvel angle de narration possible. Et même si les années 80 sont les années charnières, c'est la décennie 90 qui offrira certains des teen movies les plus marquants, avec véritablement l'apport de la question du passage à l'âge adulte. En tête, on peut citer Stand By Me, film génial que vous devez voir dans tous les cas, et My Own Private Idaho, film apportant de la profondeur et des enjeux à un genre qui se cantonnait jusqu'à présent à la comédie un peu légère, exception faite bien sûr de Stand By Me qui, sous ses airs de pas y toucher, creuse quand même pas mal le côté dégueulasse de l'être humain. Contrairement à d'autres genres, le teen movie ouvre la porte à ce que d'autres genres viennent s'y greffer. Prenez le teen movie, ajoutez-y de la science-fiction et vous obtiendrez Retour vers le futur. Ainsi, vendre un film comme un teen movie associé à une comédie romantique peut sembler possible. Sembler seulement. Car dans les faits, bien que les deux genres ne soient pas incompatibles, il faut parvenir à les marier ensemble. De manière générale, il faut parvenir à marier deux genres ensemble si l'on souhaite les mixer. Reprenons notre exemple précédent, Retour vers le futur. C'est un teen movie empruntant des codes à la SF. Et son histoire dépend tellement de la SF que le genre s'impose de lui-même. Le mariage est parfait et chaque genre peut s'exprimer comme il le faut. Mais comédie romantique et teen movie semblent un pari risqué. La dernière grosse comédie romantique sortie en salle était Call Me By Your Name, qui fut un très bon film ayant requis plus de 2 heures pour raconter son histoire. Il n'en fallait pas moins, ceci dit. Sauf que le film se contentait d'un genre, piochant certes quelques références dans le teen movie, mais sans jamais chercher à trop s'éloigner de la comédie romantique. Le film dont il est question aujourd'hui se vend comme un mélange des genres. Je demande à voir. Puis, en regardant la bande-annonce, on remarque que le polar vient se glisser à la fête. Là, le pari devient vraiment intriguant, mais aussi source de risque. Mixer 3 genres dans un film d'1h40, ça promet d'être compliqué. Pourtant, l'espoir reste de mise, car Ozon n'est pas la dernière des cruches. Loin de là. Vouloir rendre hommage à sa jeunesse tout en proposant un film probablement bienvenu en ces temps troublés post-coronavirus, c'est une démarche intéressante. Reste à savoir si le film est bon. Et alors, en ce qui concerne être bon, il ne fait absolument aucun doute que c'est un très bon film. Voilà, ça c'est dit, maintenant tu peux partager la vidéo et t'arrêter là, après tout ça se suffit à lui-même. Non, je déconne. Alors avant d'expliciter pourquoi c'est un très bon film, je vais faire mon mea culpa. Non, le film ne part absolument pas dans le genre du polar. Je me suis trompé. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Voilà, maintenant que j'ai fait mon mea culpa, il ne me reste plus qu'à me couper les jambes avec une cuillère avant d'aller m'exiler en Angola pour purifier mon âme. Maintenant, passons au point positif. Déjà, ça se démarque d'un point de vue du traitement de la sexualité gay. C'est-à-dire que nos deux gays ne passent pas leur temps à baiser. Enfin, peut-être qu'ils passent leur temps à baiser, mais en tout cas, on ne le montre pas. Bon, à vrai dire, ça pourrait être un parti pris que je qualifierais d'intéressant, de faire un film d'amour qui se passe dans les années 80, un film d'amour adolescent, sans aucune scène de cul. Ça pourrait être un parti pris. Ce n'est pas celui qu'a pris François Ozon, quoique en fait. C'est-à-dire qu'on a une scène de cul qui n'est pas montrée, elle est suggérée. Le personnage, le narrateur, Alex, Félix Lefebvre, celui qui fait la voix off, bref, nous dit « Ce fut la plus belle nuit de ma vie ». Sauf qu'il nous dit ça alors que la porte est fermée. Et qu'on entend des bruits de ceinture qui se défont. Bref, on comprend ce qu'ils sont en train de faire. Et puis la deuxième scène, c'est une scène d'après-baise, entre guillemets. C'est-à-dire que on comprend très bien qu'ils viennent de faire ce que l'on fait dans un lit à poil, très clairement. On voit une paire de fesses, ok, c'est bon, c'est explicité. Mais c'est tout. Genre juste après, ça se rhabille et puis ça part dans un autre dialogue. Voilà. Donc ça déjà c'est un premier parti pris qui est très intéressant. Ensuite, deuxième parti pris très intéressant aussi, c'est d'avoir tourné en pellicule.
Alors je ne suis pas un maniaque ni un diuréaque qui va te dire oui mais la pellicule ça a tellement plus de force que le numérique ça te rend tout lisse. Ah. Non franchement je m'en fous de la technique, soyons très clairs. Une image est belle ou elle n'est pas belle, point. Une image raconte quelque chose ou ne raconte rien, point. Je me fiche de savoir avec quelle caméra ou avec quelle pellicule a été tournée telle image. Franchement, tant qu'une image a un sens, ou du moins ne fait pas tâche dans le film, ça me va. Pourquoi je trouve que c'est un parti pris intéressant d'avoir tourné en pellicule? Déjà parce que mine de rien c'est quelque chose qui se fait assez rarement de nos jours, d'autant plus en France. Et puis surtout parce que ça donne vraiment un cachet années 80 à l'image du film. Donc l'image est au service de l'histoire. Ensuite, troisième parti pris que je trouve super intéressant et super beau dans le film, c'est justement d'avoir épuré au maximum les dialogues. C'est-à-dire que beaucoup de choses passent par le regard, beaucoup de choses passent par le on montre, on ne dit pas, on montre. Et autant c'est la base du cinéma, autant c'est quelque chose qui se perd beaucoup de nos jours, où on a tendance à en faire des caisses sur un point. Voilà, on a tendance à faire un insert, on va avoir tendance à te mettre une musique dramatique à un moment dramatique. Alors, à mon sens, il y a deux scènes charnières dans le film. Bon, la première ne peut pas se faire sans musique, la deuxième se fait sans musique, en fait. La première, c'est une scène dans une boîte de nuit, c'est un remake total d'une des scènes les plus cultes du film La Boum, c'est-à-dire celle où le garçon met des écouteurs sur les oreilles de Sophie Marceau et puis qui commence à danser avec deux musiques différentes. Voilà. Donc ça, sémantiquement, on sait tous ce que veut dire cette scène. Pas besoin d'être un génie ou pas besoin de s'appeler... ou pas besoin d'avoir bac+12 en cinéma pour comprendre que cette scène veut dire « Mon Dieu, il ne danse pas sur la même musique, donc techniquement, il ne cherche pas la même chose dans la relation. » Et c'est quelque chose qui nous est confirmé dans la deuxième scène charnière, qui est une scène globalement d'engueulade, où ils se disent des choses, enfin, où l'un des personnages va dire à l'autre des choses profondément blessantes, mais il n'y a pas de musique. On ne t'accentue pas la chose. Oui, en fait, on ne te surdramatise pas. La scène se suffit en elle-même. Et je trouve franchement que les deux acteurs principaux, enfin Benjamin Voisin et Félix Lefebvre, donnent une prestation et une partition qui est magistrale. C'est-à-dire que concrètement, tu as les deux, ils portent le film, et puis si tu en as un des deux qui se casse la gueule, le film se casse la gueule. Mais ça ne se casse jamais la gueule, parce qu'ils sont d'une justesse et d'une perfection absolue. Il n'y a pas d'autre mot en fait. Alors, je ne sais pas si ça vient de la direction d'acteur de François Ozon, je ne sais pas si ça vient d'un talent naturel des deux acteurs, je ne sais pas si c'est un mélange des deux. En tout cas, une chose est sûre, le jeu d'acteur des personnages principaux est parfait. Il n'y a pas une fausse note. Quatrième parti pris que je trouve très intéressant, c'est la manière dont ils ont abordé la voix off. Ils ont une voix off qui est très sobre, qui est très épurée, on ne sent pas de sentiment en fait. C'est-à-dire que le narrateur ne te surinterprète pas les choses. Il te dit, c'est comme ça, tu prends, je te donne, t'en fais ce que tu veux. Mais moi, je ne vais pas t'influencer dans ce que tu vas en faire. Et pour le coup, c'est un parti pris qui, une fois encore, est super bien amené et super intéressant. Enfin, pas spécialement intéressant en tant que tel, mais qui rajoute encore plus à l'ambiance du film. Et cinquième point que je trouve super intéressant, c'est que ça te traite la question de l'homosexualité et du couple, en fait, gay, d'une manière parfaite, en fait. C'est parfait la manière dont ça t'en parle. C'est-à-dire que ça ne se fait pas la licorne et ça ne se polish pas le jonc dans la rue en te disant « Regardez comme on est progressiste, regardez, hein, on fait un film centré sur deux gays, regardez-nous comment on est trop des rebelles, au politiquement correct, ci, à ça. » Non, ça te prend ce couple et ça te dit juste « Ils se sont aimés ». Et en fait, ça aurait pu être un garçon et une fille, ça aurait pu être deux filles, ça aurait pu être... c'est-à-dire ça aurait pu être n'importe quelle combinaison. Le film, enfin combinaison n'est peut-être pas le bon mot, mais enfin on se comprend. Ça aurait pu être n'importe quel couple, en fait. Ça te traite la chose d'une manière parfaitement banale. Le centre, c'est l'amour.
On se fiche de savoir ce qu'ils ont entre les jambes. Et ça achève à mon sens de faire de ce film un film parfait. Alors il ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais d'un point de vue objectif, c'est un film qui avait un parti pris, qui a suivi son parti pris, et qui l'a bien suivi. Est-ce qu'on peut demander plus à un film ? Je ne pense pas. Voilà. Mais Été 85, c'est un bon Ozon. Et c'est surtout un film dans lequel François Ozon ne se prend pas la tête, n'essaye pas de te montrer qu'il est l'un des meilleurs réalisateurs français, puisque ça de toute façon tout le monde le sait. Non, c'est un film dans lequel il décide de te raconter une histoire, il te la raconte bien, et c'est tout ce qui importe. Et parce que c'est tout ce qui importe, et que c'est un très bon film, c'est un film à aller voir. Sur ce, tu connais la rengaine, hein, tu t'abonnes, tu mets un like, tu mets un commentaire, ça augmente le référencement, tout ça, tu partages. Et puis on se dit à très bientôt, parce que peut-être que je vais refaire une vidéo prochainement. Je ne sais pas, je ne sais jamais. Je n'ai rien de prévu. Allez, tchuss!